Pour la première rencontre discussion dans le cadre du projet Radius de Christian Yampeta, le thème choisi est là où l'on se trouve, une discussion à propos du lieu même et du centre d'art comme tiers-lieu, en compagnie de David Bartholoméo, artiste, Jean-Marie Claes, programmeur et contributeur actif de la mine, et Charlotte Rizzo, cofondatrice de la mine et ingénieure environnement INSA et urbaniste. C'est juste? Très bien. Alors, une première question. Comment vous définissez un tiers-lieu? Un lieu de rencontre où on ne sait pas trop ce qu'on vient y chercher, mais avec plein d'envie de trouver des gens actifs. Et du coup, avec soit parce qu'on a des projets, mais qu'on n'a personne finalement pour pouvoir les créer. Soit parce que voilà, on n'a pas suffisamment de compétences sur certaines choses, à savoir que là voilà, c'est un bassin où il y a énormément de compétences, de profils différents sur lequel après on peut rebondir et formaliser des projets, ou ne pas avoir de projet puis arriver pour donner la main à ce petit microcosme du tiers-lieu. Moi, je dis toujours, quand on sort d'un tiers-lieu, on a appris quelque chose, on a mangé quelque chose et on a rencontré quelqu'un. Souvent, on a eu plein d'idées folles aussi. Voilà. Enfin, on part avec beaucoup plus d'idées, en fait, quand on y rentre. Avec une thématique, et puis, en fait, à force des rencontres, en fait, ça va créer une émulsion, comme ça. Voilà, on va consommer le temps de partage et repartir avec beaucoup d'idées et de projets derrière. Et au-delà de l'idée et du projet, je pense qu'aussi le tiers-lieu catalyse la production et la fabrication de choses réelles, concrètes. Ça peut être un concept ou bien un produit. Voilà, il y a des tiers-lieux qui permettent vraiment de construire des choses physiquement ou humainement. Je pense que c'est important aussi de dire que c'est finalement un peu productif, ces tiers-lieux. Oui, et puis du coup il y a à l'intérieur d'un tiers-lieu, c'est quelque part il y a pas de règle, mais il y a la valeur ajoutée, c'est essayer de l'expérimentation. Donc l'expérimentation de nouveaux formats. Après il y a plein de par rapport justement aux profils qui sont dans les tiers-lieux, ça peut être plutôt du hacking, vraiment avec de la programmation, avec des choses comme ça. Ça peut être plutôt des choses autour de la biologie, de la science, ce qui est un petit peu le cas à la mine. Après, ça peut être plutôt vraiment tourné vers l'écologie, donc avec les jardins partagés, avec des choses comme ça. Parce que du coup, en fait, ça peut être des choses très simples, des activités extrêmement simples, où on permet de faire participer des gens, voilà, donc la population, quelle qu'elle soit, sous forme d'ateliers, et puis ou des choses beaucoup plus pointues, effectivement, où justement là, on a des programmeurs, des hackers, des scientifiques, des biologistes. Des urbanistes, des sociologues, des philosophes, etc., qui viennent, soit qui font partie du tiers-lieu, soit qui sont invités par les tiers-lieux, parce qu'ils sont dans cette philosophie-là. Parce que généralement, toutes les personnes qui rentrent là, ou en tout cas même si on y rentre un petit peu par hasard, rapidement, on sent en fait qu'il y a vraiment une sensibilité. On sait pourquoi on le fait. Donc c'est pour que les gens puissent gagner de la compétence, se sentir mieux dans notre peau, dans notre vie, voir des gens, avoir des échanges positifs. Et puis après, pourquoi pas fabriquer des choses. Et trouver sens aussi. Et trouver du sens, ouais, tout à fait. Du sens. C'est très politique et social en fait. C'est vraiment, il y a quelque chose, il y a une vraie donnée de changer le monde en fait, ou de penser la transition en fait, vraiment, parce qu'on part du principe que le monde c'est un peu compliqué. Enfin voilà, on voit bien les médias. Il y a des très belles choses qui se passent parce qu'il faut pas être négatif, mais il y a aussi des choses où on a l'impression que voilà, le monde est un peu déconnecté des réalités au niveau de la politique, à tous ces niveaux-là, et que les choses finalement ont quand même beaucoup de patinent un peu quoi. Et là, en fait, finalement, on se réunit, puis là, on a vraiment l'impression qu'on est un peu sur une planète qu'on est en train de fabriquer, où il y a du vert, des petits oiseaux, et puis de la technologie, puis que finalement, on peut créer un monde harmonieux qui soit chouette. Et ce qui était super intéressant, c'est quand on sort du tiers-lieu, du coup, on essaime, ça c'est un terme vraiment tiers-lieu, où on essaime justement ces belles propositions, et on essaye justement de les induire dans d'autres, dans chaque pan de la société, parce que voilà, c'est des activités bénévoles, donc du coup, forcément, on a tous des activités à côté. Et c'est cette sensibilité qu'on essaye de mettre à disposition.
Pour rebondir aussi, je pense que un tiers-lieu, c'est un lieu de liberté et un lieu de bienveillance. Et ça répond un peu à cette problématique de nos sociétés où on a peu de lieux, en fait, où se rencontrer et où on peut faire un peu des choses un peu qu'on n'a pas l'habitude de faire. On a le droit de se tromper souvent dans un tiers-lieu. Voilà, c'est aussi un espace où on peut souffler, on peut se dire, bon bah là je peux prendre confiance, personne va me juger. Et j'ai plein de compétences à proposer. Je vais pouvoir aussi apprendre. Et tout ça, on le fait aussi dans tu parlais du sens, Jean-Marie. On parle beaucoup de commun dans les tiers-lieux, parce qu'en fait, on puise dans toutes nos connaissances, dans plein de choses qui existent. Donc, c'est dans ce commun, on puise beaucoup dans ce commun. Et ensuite, on va reverser tout ce qu'on produit dans le tiers-lieu dans ce commun-là. Et c'est ça, l'essaimage, c'est ça, le fait de transmettre. Pour moi, il y a aussi cette notion de contribuer à un commun, en s'inspirant d'abord de ce qui existe et de toutes ces belles choses qui existent, qui sont positives et qui peuvent nous être utiles, et en adaptant ces choses-là à nos propres besoins pour du coup servir de nouveau le commun. Après, il y a un vocabulaire qui est très très particulier, donc on parle pas mal de gouvernance. Donc quelque chose de beaucoup plus transversal, tournant, etc. Que ce soit pas une hiérarchie verticale, vraiment quelque chose d'horizontal. Donc ça, c'est plus spécifique à la mine. Tous les tiers-lieux sont pas forcément agencés de la même façon, mais non, mais c'est quand même quelque chose c'est quand même un format où il y a moins, enfin il y a pas le directeur et puis ensuite le sous-directeur et puis ensuite enfin voilà, tout le monde normalement on valorise le tiers-lieu, ouais, par ses capacités à créer de la rencontre est un petit peu obligé de se baser sur des principes un peu horizontaux où chacun a sa place en fait. Après les modèles de gouvernance peuvent être différents en fonction des lieux, en fonction des membres aussi, parce qu'en fait c'est les membres qui font la gouvernance tout simplement. Ça peut changer aussi. Mais c'est vrai que de plus en plus, les modèles de tiers-lieux, les modèles de gouvernance de tiers-lieux sont de plus en plus horizontaux et on parle de consensus, il y a plein de grands mots qu'on utilise, sociocratie, holacratie, duocratie, médiation. Et c'est vrai que c'est assez... Alors, peut-être qu'aussi, on peut le dire, le tiers-lieu se base sur une communauté, souvent. Une communauté de valeurs, c'est-à-dire un groupe de personnes qui se reconnaît d'un certain nombre de principes communs. C'est un peu comme, ça reste des formes associatives en fait ou de collectifs, et ça veut dire que c'est des gens qui à un moment se regroupent et se rencontrent parce que aussi ils ont envie de partager quelque chose, partager des valeurs ou partager des actions. Et c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais du coup souvent les tiers-lieux sont basés sur des communautés. Alors c'est un grand mot aussi parfois dans les coopérative aussi. Ouais, oui, coopérative. La communauté, c'est pas l'effet communautaire et comment dire un peu replié sur soi qu'on entend quand on parle de communauté. C'est plutôt la communauté comme on parle des communautés de développeurs par exemple, les communautés sur internet que c'est des groupes qui se reconnaissent parce qu'ils ont les mêmes valeurs et puis ils s'épaulent, ils s'entraident, ils partagent des ressources pour aller plus loin dans leur on converge sur des identités communes, sur des sujets communs plutôt que sur ce qui nous différencie des autres. Oui, c'est ça, c'est peut-être ça l'idée. Sur les développeurs, beaucoup quand on parle de geekerie et ainsi de suite, on a tendance à s'identifier, voilà, je suis geek. Lui, geek, ça veut rien dire. C'est je suis geek parce que ça. Parce que quelque chose me passionne et que... Je suis hacker parce que ça. Je suis maker parce que ça. Et après, je peux avoir des différences avec les autres. Ça ne nous empêche pas de travailler ensemble. Ça nous empêche. Là, par exemple, avec David est artiste. Je n'ai pas une grande sensibilité forcément tout le temps au milieu artistique. On va se regrouper sur un projet, on va travailler ensemble sur un projet pour se regrouper sur un bien commun, quoi. Voilà, moi j'apprends de l'expérience, David apprend peut-être aussi de l'expérience. Complètement, je l'espère. Bien sûr, non mais et c'est la recherche qu'on a en fait, de mutualiser, de converger sur des projets et sur des lieux. Le tiers-lieu en est un, et en convergeant sur un lieu virtuel, parce que ça peut être un mobile, ça peut être une caravane, ça peut être n'importe quoi. Un tiers-lieu, c'est
un centre d'art. Ça peut être juste un café, le temps d'une réunion, un soir, machin et tout. Après, on va le transformer, on va essayer d'apporter quelque chose de l'expérience qu'on a qu'est-ce qu'on a apporté dans un tiers. Et c'est ce qu'on a fait, quoi. Oui, c'est ça, complètement. Et après, moi, je suis assez neuf, en fait, dans ce milieu-là, mais donc je vais parler de ce que je connais, c'est la mine. Et de mon expérience d'être rentré là, tous les jours, j'en apprends. Et j'ai tout le temps de choses c'est comme quand je mets Arte, globalement, ça peut être n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Je mets même le truc, si ça m'intéresse pas, ça va m'intéresser. Parce que la vidéo, elle est belle, parce que c'est bien fichu, c'est bien pensé. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que quelqu'un va arriver, par exemple, je sais pas, on m'a parlé du textile, ça va pas m'intéresser. Là, ça va m'intéresser parce que finalement, le textile, par rapport à son système de production, par rapport à la nature du produit, par rapport à l'impact que ça a environnemental, sociétal, on va parler de prix, alors du coup on parle de prix libre, enfin tout est sans cesse revisité, réouvert, par exemple justement la notion d'argent, c'est on essaie de chercher, parce que là ça demande beaucoup d'énergie. Finalement, on est quand même obligé d'avoir des rémunérations à l'extérieur, etc. Donc on essaye aussi de penser comment faire pour pouvoir s'en sortir. Donc il y a des contrats de réciprocité. C'est-à-dire que quand on accède à la communauté et que du coup on en tire quelque chose de factuel, derrière qu'est-ce qu'on donne en échange? Donc c'est du troc en fait, il y a vraiment cette notion de troc. C'est pas forcément un troc d'argent, mais ça peut être un troc de temps, un troc de compétences, un troc de brainstorming, et c'est assez chouette, ce genre de choses. En plus, ce qui est remis aussi pas mal en jeu, en compte, c'est la production. C'est-à-dire que on a parlé de droit à l'échec. Donc globalement, ce qu'on valorise, c'est les processus. C'est tout ce qui se passe entre le point A et puis la production, qui finalement, même si elle est pas top, c'est tout ce qui a été, en fait, toutes les rencontres et tout ce qui a été émergé, finalement, tous les petits fils qui sont en train de partir sur les côtés, auxquels on n'avait absolument pas pensé avant de le faire, qui sont hyper intéressants. Et du coup, si on doit, en termes de valorisation formelle informelle, c'est la documentation qui est un point très névralgique du tiers-lieu. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait doit être, si on doit dire si c'est un devoir, oui, il y a quand même des devoirs, et doit être documenté, parce que ça permet de le donner aux autres, en fait, de donner accès aux autres. Et après, moi ce que j'en ai retiré, mais là c'est vraiment c'est ma vision, c'est aussi d'avoir entre guillemets un certain contrôle de l'information qu'on peut mettre sur Internet, parce qu'on est tous du coup on utilise Internet tout le temps. Et c'est la même chose. Donc là, on est face à des choses. Internet, ça consomme beaucoup d'énergie. Internet, c'est des grosses majors qui sont là, qui détiennent le monde entier. Comment on fait quand nous, justement, on essaye de pas avoir des grosses multinationales, quand on essaye de valoriser l'individu, et finalement, on se sert. Donc, on crée des outils aussi, et on crée justement ce procédé de documentation qui nous permet d'avoir la main globalement sur ce qu'on y met, et puis de donner accès à la communauté. Il y a un certain contrôle là-dessus. Voilà. Donc c'est vraiment important. Et en plus, ça permet même en tant qu'individu de valoriser ce qu'on a fait. Parce que des fois, si on marche et puis si on se retourne jamais pour savoir d'où on est parti, finalement on a marché puis on s'arrête puis on est fatigué puis c'est tout. Donc là, du coup, tout a été valorisé. Ouais, c'est aussi un peu une forme aussi comme tu disais, de raconter un peu l'histoire en fait d'un parcours de son projet et de construire. Mais en fait, on fait tous des choses en fait un petit peu tous les jours. Sauf que des fois, on oublie un petit peu qu'est-ce qui nous a mené à le faire. Et en fait, tout le parcours qui va être derrière, et en fait, c'est quand même une expérience de vie, c'est une expérience des fois professionnelle, ça peut être des fois une vocation qui se réveille d'un seul coup. Et puis, on a juste fait, on a couru, on a fini le projet, on a concrétisé des choses avec des gens. Et puis en fait, derrière, en regardant en fait tout ce qu'on a fait, j'ai fait ça, j'ai touché ça. C'est quand même super important pour aussi la confiance en soi. La confiance en soi. Il y a une petite phrase qui catalyse vraiment ça, qui était sortie pour la Biennale de Design. Je sais plus, c'est un de nos mentors, alors je vais les citer parce que c'est important. Johan Duriot, Antoine Buret, Xavier Coadig, voilà, c'est les grands mentors. Antoine ou Ludovic Burel? Alors Antoine. Qui a écrit une thèse, peut-être sur les frère de Ludovic, je sais pas. Et donc l'idée, un des trucs qui était sorti au tout début de la Biennale quand on a construit l'exposition sur les tiers-lieux for the World,
C'était de dire les tiers-lieux sont complètement improductifs, par contre ils sont très incapacitants. Donc ça résume vraiment ce fait-là de le résultat est pas toujours hyper productif et c'est pas on va pas être dans un format où dans un temps record on va produire quelque chose de très très efficace et très utile en termes de marché, on va dire. Par contre, c'est tout le processus qui a permis de créer une vraie valeur d'usage et une vraie valeur pour les gens qui ont contribué au projet, voire pour les gens qui ont été témoins ou participants à ces projets-là ou à ces processus. Et ouais. Voilà. Il y a un parallèle évident à faire avec, qui est pas un parallèle, qui est plutôt une source, je pense, avec la philosophie du libre sur Internet. Il y a une quinzaine d'années, on parlait de copyleft, de Creative Commons. On disait d'ailleurs, on faisait le reproche de la pérennité où on avait tendance à penser que ça allait pas survivre. Finalement, ça a aussi produit beaucoup de choses et ça rejoint ce que tu disais, d'abord des valeurs, de la communauté et ça rejoint aussi l'idée de comment as-tu dit capacitant en capacitant avoir la capacité à faire ce pouvoir d'agir, on dit pas le pouvoir d'agir aussi. Mais tout à fait, je pense qu'on n'est peut-être pas parti dans l'histoire, mais par l'histoire. Mais alors, peut-être aussi parce que nous, on parle de la mine, on est très inspiré par ça, et que la mine, au-delà d'être un tiers-lieu, c'est aussi un hackerspace, donc un espace où on va venir détourner des choses qui existent, on va venir explorer, les défaire et comprendre comment elles fonctionnent pour pouvoir les hacker, donc les améliorer, et en faire quelque chose qui nous convient mieux. Et évidemment, ce monde des hackerspace, il est issu du monde du logiciel libre, de l'informatique à la base, et donc du libre. Donc évidemment, c'est basé sur les mêmes valeurs que dans les makerspace et ainsi de suite. C'est bricoler, détourner, améliorer. C'est et ça c'est possible n'importe quel sujet. Et après comment y trouver du sens. Voilà. Il y a un exemple. C'est l'ouverture. Il y a un exemple là, par exemple sur les gens qui hackent les voitures Google. Et quelque part on peut se dire pourquoi ils le font. Alors si la personne n'est pas bienveillante, c'est juste ça peut être vraiment grave. En fait, c'est aussi pour montrer les défauts. Alors dire c'est pour vraiment toucher du doigt que le tout électronique, le tout machin, il y a des limites. Donc il faut faire attention à ça. Et puis après c'est la même chose, c'est-à-dire que si ma voiture est connectée, on sait toute ma vie, on sait il y a une traçabilité partout, etc. Donc du coup c'est des gens qui disent oui non mais si on veut on peut aussi faire des petites cages de Faraday qui permettent de dire non là vous aurez pas accès à notre vie quoi. Ouais. Le hacker, on a fait dernièrement une sorte de conférence débat sur l'éthique du hacker et il y a vraiment deux côtés moi qui me fascinent dans le hacker, c'est que à la fois il cherche à répondre à des vrais problèmes personnels, mais aussi il cherche à s'amuser. C'est vraiment le fun aussi qui mène les actions du hacker. Et ça c'est vrai que ça se retrouve aussi dans les tiers-lieux. On va essayer de faire des choses ensemble pour améliorer les choses, pour changer le monde, on parle quand même souvent de ça aussi. Mais aussi on va s'amuser, on fait des choses assez conviviales aussi. Il y a aussi cet esprit de fun dans l'esprit de liberté aussi qui est très important. Et ça aussi c'est des choses qui sont très inspirées du hacker et du monde du logiciel libre. C'est des valeurs qui a communes sur l'expérimentation. Un hacker va forcément expérimenter pour essayer de... Alors, ça va être un hacker informatique, il va expérimenter son code pour essayer d'outrepasser les limites qu'on va lui donner. Le hacker supporte pas les barrières, donc va essayer d'aller pousser plus loin, va dire pourquoi là tu l'autorises, pourquoi tu l'autorises pas, c'est quoi le but de fermer ou d'autoriser. Là dans le biohackerspace on a moi je suis informaticien, hacker, maker, c'est tout ce qu'on veut. Je suis venu à la mine, on m'a dit c'est de l'expérimentation par le faire, une réappropriation des sciences par les citoyens. J'ai dit ok chiche, je me retrouve maintenant dans un projet de biohacking avec de la cellulose bactérienne, donc je fais pousser du papier à partir de bactéries. C'est un projet qui est commun, collaboratif, ça a été distribué par un groupe déjà open source qui est Open Biofabric, que j'ai rencontré au Fab Lab Fest l'année dernière. C'est le milieu en fait, c'est le milieu tiers-lieu, c'est le rassemblement du Fab Lab Fest.
la convergence de tous les Fab Labs de France qui a fait que je me suis retrouvé là-bas, j'y étais un peu de manière informelle, pas en représentant la mine, plus en tant que porteur de mon projet tiers-lieu, et au final on s'est rencontrés là-bas, on a convergé, et puis voilà, Biohackerspace avec des gens qui vont être chimistes scientifiques à la mine, je vais mettre en commun mon projet, je vais parler d'un petit peu, je vais dire voilà, moi je vais faire pousser un peu de papier, mais bon, au niveau de la biologie, j'y connais pas bien grand-chose, c'est pas mon domaine. Niveau sanitaire, est-ce que je prends pas des risques avec les bactéries, et ainsi de suite. Et en fait, c'est l'expérience avec les gens de la mine et les gens qui sont venus connecter au projet, qui sont peut-être des fois d'horizons différents, qui sont venus sur le projet, expérimenter avec moi, alors en me rappelant à l'ordre sur pas mal de sujets. Mais au final, le truc, c'est qu'il y a eu des connexions comme ça. Et c'est ça, en fait, l'effet tiers-lieu, c'est que on prend un sujet, mais c'est un prétexte. Nos projets, en fait, est-ce que c'est pas juste des prétextes à essayer de créer une connexion, de rencontrer, d'essayer d'améliorer des choses. Voilà. Demain, on va dire, on bosse sur la voiture, on veut une voiture 100% électrique et écologique. Dans un an, on n'aura peut-être pas créé une voiture électrique, mais tout ce qui va se connecter, tout le réseau qui va se connecter autour, et puis toutes les avancées qu'on va pouvoir mettre en avant, on va les retranscrire, on va les mettre en commun, et les gens vont venir reprendre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est justement le fait finalement le tiers-lieu, le fait d'avoir des compétences parfois extrêmement pointues, de scientifiques, etc., mais un scientifique va rester dans son microcosme, ou un artiste, etc. Là, par exemple, si on prend la matière SCOBY, les gens ensuite, quand ils sortent et qu'ils retournent à leur vraie vie, je dirais, et avec leur boulot, ils vont sortir finalement toutes les idées ou leur expérimentation qu'ils ont faites à la mine notamment, et ils vont dire tiens, moi le SCOBY je connaissais pas, je suis sorti, tous mes potes artistes, je leur dis vous avez vu la matière, tous les machins et tout, et hop, et donc du coup finalement ça permet aussi à la population de découvrir dans leur vie de tous les jours des produits qui peuvent être assez pointus, parce que c'est la même chose. Par exemple, l'air de rien, il y a un véritable intérêt des politiques, etc., sur ces espaces-là qui n'ont absolument pas à gérer, qui ne demandent rien, donc pour eux c'est parfait. Par contre, ils ont un vrai regard, parce que toute l'expertise qu'ils ne font plus, parce qu'en fait ils sont complètement déconnectés, ils sont dans des formats machin, on voit bien la politique elle est quand même déconnectée du territoire machin. Nous on devient du coup des experts, parce que le territoire on le vit, et on le vit à travers le tiers-lieu et puis à travers une vie lambda, normale, normée. Donc ça c'est intéressant. Il y a quelque chose de poreux, il y a un échange comme ça qui se fait, qui est hyper intéressant. C'est vrai aussi dans d'autres initiatives. Par exemple, tu parlais tout à l'heure du Bandy Blog avec Elia, machin et tout, on crée une radio, on travaille ensemble, on va expérimenter, machin et tout. Le média numérique qu'on va faire nous autour des projets qu'il y a, c'est aussi t'as des dynamiques qui vont se créer, des gens qui vont découvrir de nouvelles choses, et au final ça a une vraie valeur. Ça fait aussi sortir de sa zone de confort. C'est ça aussi qui est pas mal. C'est quelque chose d'aller se confronter à la possibilité de David fait de l'art, comment je prends part à la Charlotte fait de la spiruline, comment je prends non, la cocaïne. Mais du coup, c'est vrai que je sais pas comment quelqu'un qui nous écoute, je sais pas comment il comprend ce truc, parce que nous on baigne dedans, donc on utilise des exemples qui nous parlent du quotidien. Je pense que c'est assez compliqué de se représenter ce qu'est un tiers-lieu, parce qu'en plus on a l'habitude de voir, quand on parle de lieu, on a l'habitude de voir quelque chose de physique. Et comme on disait tout à l'heure, le tiers-lieu, c'est pas forcément quelque chose de physique il n'y a pas de modèle physique du tiers-lieu, c'est plutôt un espace social en fait. Et par contre, on peut citer quelques exemples de typologie de tiers-lieu. On a déjà cité les hackerspaces, des endroits où on va détourner des choses, c'est souvent interdisciplinaire, ou ça peut être sur de l'électronique, c'est d'ailleurs souvent inspiré de l'électronique. On peut citer le Fab Lab, qui est l'espace de fabrication, qui a été proposé au début par le MIT, où on a souvent des machines numériques, imprimantes 3D, ce genre de choses, qui permettent de se réapproprier les techniques numériques pour fabriquer des objets personnels. On a le Makerspace, qui est aussi un espace de fabrication, mais qui n'utilise pas que le support numérique. On va trouver des marteaux, des scies sauteuses, un tour à bois, une machine à souder, comment ça s'appelle, une machine à arc, un poste à souder. Un poste à souder,
Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'espace de coworking où on vient travailler aussi ensemble, les indépendants viennent travailler ensemble et se retrouver parce qu'ils ont besoin d'un lieu et qu'ils en ont marre de bosser chez eux tout seuls. Et en fait, on voit que l'espace café dans l'espace de coworking est un espace de rencontre fabuleux. Et du coup, ces entrepreneurs-là montent ensuite des projets en commun et du coup développent à la fois leur capacité professionnelle. Après, voilà, il y a des coworking qui sont pas tiers-lieux. Ça va être des échanges et des rencontres. Ouais, et pour monter parfois des projets. Mais, ouais. Et après, donc, tout comme, j'en oublie sûrement le café, on parlait du café, la bibliothèque est un tiers-lieu, a priori. Les espaces d'art peuvent en être aussi. Et à partir du moment où il y a cet espace de rencontre, cet espace de liberté où on va pouvoir échanger des choses, voire construire ensemble des projets, pour moi, ça devient tiers-lieu. Du coup, un espace public peut devenir tiers-lieu à partir du moment où il permet cette rencontre sociale. Et c'est vrai que parfois on a tendance à dire oui, alors tous les Fab Labs sont des tiers-lieux ou tous les coworking sont des tiers-lieux. Et c'est vrai que pour nous, dans notre philosophie du tiers-lieu open source, en plus, on se revendique un peu plutôt du tiers-lieu open source. Pour nous, à la mine, on considère qu'il y a certains espaces de coworking ou certains Fab Labs qui sont pas forcément des tiers-lieux parce qu'il n'y a pas de partage, mais c'est pas grave. Après, ça reste des espaces qui ont leur propre valeur. Mais voilà, la question du tiers-lieu, c'est pas forcément la typologie du lieu. Et du coup, pour répondre à la question de le centre d'art est-il un tiers-lieu, ça peut tout à fait l'être. Je pense qu'aujourd'hui, on fait un petit peu tiers-lieu. Après, faudra peut-être qu'on ait un peu plus dans le débat, mais ouais. dans le faire, mais c'est peut-être le début du tiers-lieu. Et on mène cette expérience aux pratiques artistiques amateurs, pratiques plastiques amateurs, pratiques artistiques amateurs, ouais, des beaux-arts. Et c'est aussi, voilà, c'est un endroit où on peut mixer des compétences, on peut mixer encore une fois des idées. Il y a ça, et puis c'est une histoire de contexte, en fait. C'est ce qui est intéressant aussi, c'est que globalement, on peut avoir, par exemple, bon, il y a le microcosme artistique qui défend des tas de choses. Moi, par exemple, ce qui m'intéressait pour faire le parallèle justement avec les tiers-lieux, c'était comment on peut fabriquer. Est-ce que l'art fabrique du bien commun? Et quelque part, je serais tenté de dire que oui, puisque normalement l'artiste est intégré à la société, il participe, etc. Mais malgré tout, on sait pertinemment qu'il y a le business de l'art qui a tendance à un peu justement à un petit peu extraire l'artiste, et l'artiste devient un produit que l'on vend, qui devient vraiment presque une valeur boursière, en plus avec des potentiels de financières énormes. Et donc du coup là, c'est un peu une déconnexion par rapport à ce que l'artiste peut apporter à la société. Et donc du coup vraiment finalement de remettre un peu les choses à plat en invitant que ce soit des artistes ou des gens qui ont une pratique ou une envie, un désir créatif, à s'interroger sur ce qu'ils font, est-ce que ça ne profite qu'à eux, ce qui est bien aussi, hein, mais est-ce que ça peut profiter à d'autres, et est-ce que du coup on peut créer vraiment une émulation, puis inviter d'autres gens à créer des groupes de travail avec effectivement cette entrée dans le côté créatif, artistique, etc., avec des propos un peu plus pointus, mais du coup comment d'un coup si on sort ces productions-là de leur contexte artistique, est-ce qu'elles ont toujours autant de valeur? Socialement parlant, politiquement parlant, quel impact elles ont, est-ce que ça peut changer les mentalités, voilà. Donc c'est là où finalement je trouve que le milieu du contexte hacker est hyper intéressant, que ce soit dans le milieu de l'entrepreneuriat, dans le milieu, en fait c'est comme si on disait bon, tout le monde on a tous des secteurs d'activités différents, on prend cette carte là, on la met, pouf, et on dit alors. C'est comme si, et du coup, ça permet de repenser les choses dans justement cette valorisation sur l'extérieur, quel impact on a. Voilà. Une entreprise s'enrichit, c'est très bien, les gens sont contents, très bien. Mais est-ce que finalement, elle a pensé ses productions, par exemple, pour qu'elles nuisent pas à l'environnement? Est-ce qu'elle a, voilà. Voilà. C'est ça qui, je sais pas comment on pourrait dire, une petite interface, un petit filtre, en fait. C'est un filtre, un petit peu, qui permet vraiment de conscientiser les choses. Et du coup de les valoriser pour acquérir vraiment quelque chose où les humains soient tous valorisés et soient bien. Ce que vous dites, ça me fait penser, alors mes références sont peut-être un peu anciennes, mais ça me fait vraiment penser à ce livre de Hakim Bey qui a peut-être une 20aine d'années, qui s'appelait Taz,
zone d'autonomie temporaire, et qui définissait, en partant de l'image des pirates, qui définissait justement des zones qui seraient des zones de partage et d'échange sur la base du libre, de l'esprit libre. Alors, à l'époque, c'était le libre sur Internet, mais que ces zones justement étaient en perpétuel déplacement, et que peut-être aujourd'hui on pourra faire le lien. Ces zones, on les appelle tiers-lieux, on les appelle plus TAS. Ou toujours TAS, en fait. Ou toujours TAS. À la Biennale, il y a eu une TAS. C'est ça. Donc, c'est vrai que c'est très inspiré politiquement de plein de références. Alors, je vais peut-être un peu m'aventurer, mais il y a beaucoup de références libertaires, anarchistes. Complètement, oui. Voilà, qui sont aussi qui sont reprises par certains, alors plutôt par certains hackerspace, encore une fois, peut-être différencier hackerspace pardon, et tiers-lieu. Parce qu'à la base, c'est vrai que la définition du tiers-lieu qui a émergé dans les années 80, c'était vraiment l'espace, c'est une définition très sociologique, c'est l'espace qui n'est ni le travail, ni la maison. Donc du coup, ça n'avait rien de très politique. Et par contre, peut-être qu'aujourd'hui, ce terme tiers-lieu est repris. Alors peut-être d'ailleurs que c'est pas le bon terme, hein. C'est des questions qui se posent beaucoup d'ailleurs. Là justement il y a des écrits universitaires grâce à Antoine Buret qui commencent à émerger sur les tiers-lieux, mais c'est très récent. Et il y a une des questions qui se pose, c'est est-ce qu'on continue à appeler ça tiers-lieu ou pas? Est-ce que je sais pas, on peut pas appeler ça zone autonome, espace éphémère de rencontre, il y a plein de choses à imaginer, hein. Ce qui est intéressant, c'est que c'est constamment, tout est redéfini perpétuellement. On pose un mot, par exemple même la thèse d'Antoine Buret, quand il est là, il est le premier à la remettre en question tout de suite. Mais donc il a été extrêmement pointu, mais finalement il se retrouve avec on n'est pas d'accord de toute façon, d'entrée de jeu on n'est pas d'accord. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'on crée des formats, mais ça doit être des formats. Il y a la résilience aussi, c'est un mot qui est bon, c'est-à-dire que rien n'est acquis. Le format se défait aussi vite qu'il s'est fait pour laisser émerger à chaque fois une nouvelle pensée. Après avec des choses qui ne sont pas nouvelles, hein. Il y a, en fait, globalement rien n'a, enfin on n'a rien inventé, les tiers-lieux n'ont rien inventé, hein. Si on parle de mutualisation, de se fédérer, etc., les call-causes, les soft-causes, enfin bon, ça fait longtemps. C'est les coopératives, la communauté, enfin c'est des choses qu'on connaît, c'est juste des vocabulaires. Après, ce qui est intéressant, c'est que c'est un vocabulaire anglo-saxon, donc ça peut être un peu ralent, rageur pour les Français, etc., mais ça montre aussi l'envie d'universalité. Parce que du coup, c'est pas européen, français, c'est à l'échelle mondiale, et que finalement, on se retrouve tous, on se comprend tous avec ces mots-là. Avec aujourd'hui peut-être l'aspect transition numérique, enfin l'outil numérique qui aujourd'hui nous est beaucoup plus nous est accessible et peut-être facilite un certain nombre de nouvelles collaborations. Ça, c'est une question que je pose. Collaboration ou fabrication ou ça peut-être que, enfin en tout cas c'est un élément supplémentaire qui s'ajoute à notre contexte social par rapport aux premières coopératives, aux premières communautés, mais en tout cas clairement les communautés d'aujourd'hui veulent répondre aux problématiques de crise, aux problématiques crise quelle qu'elle soit, hein, aux problématiques sociales qu'on rencontre. Ça puis toutes les nouvelles technologies qui sont là, parce que du coup c'est une communauté qui peut être très pointue dans les technologies, mais on voit bien aussi comment agit un smartphone sur notre vie de tous les jours. Bien, pas bien, il y a pas, mais en tout cas elle agit. Par exemple à la mine, on a un scientifique, Jérémy, qui du coup son sujet de thèse c'est la transformation, la mutation du cerveau par rapport au smartphone. Et c'est assez énorme, quoi. C'est assez génial. Et après, quand il peut y avoir des déviances assez énormes. Entre guillemets, choisir le sexe de son gamin. Donc on fait entre guillemets, on fait plus confiance à la nature. On valorise la nature, mais on lui fait plus confiance. Et donc on est toujours en train de la bidouiller pour avoir ce qu'on veut. Donc être dans la maîtrise. L'humain essaye de maîtriser absolument tout ça. Et du coup, la technologie le permet. Mais ça va aller où tout ça? Donc c'est aussi des questions éthiques, et on se pose beaucoup de questions. On est très intéressé par tout ça. On est dedans, la datasphère, l'internet, tout ça, mais il faut prendre le temps peut-être aussi
de s'approprier les choses, de savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien, de faire des règles, des choses comme ça. Quand on va au Japon, par exemple, où il y a des jeux vidéo partout, il y a, si on n'a pas 18 ans, du coup, il y a à un moment donné, le jeu se ralentit, puis du coup, on peut pas avancer dans la quête, et donc du coup, en fait, les gamins sont obligés d'arrêter. Parce qu'ils sont aperçus que les gamins, ils dorment jamais, en fait. Donc voilà, puis en plus, à l'école, par contre, le jeu vidéo, par exemple, il y a cet aspect-là, il est hyper, enfin c'est quelque chose qui est énerve, enfin ça mange un peu la cervelle, mais au final si c'est utilisé dans la pédagogie pour apprendre l'histoire, par exemple moi l'histoire ça m'a toujours bien gavé, finalement si j'avais fait une quête et tout dans un jeu, peut-être que maintenant je serais j'aurais plein de connaissances en histoire. Bon, voilà, donc, du coup c'est cet attrait là, mais du coup voilà on pense un peu. Je peux te raconter toute l'histoire de vous. Ouais c'est meilleur, ouais juste avant d'aller me coucher ça va être sympa ça. Tu vas pas déménages avec tes enfants et tout, ça va être bien. Ok. Tu parlais du téléphone. Ouais. Et de l'impact que ça a, de la volonté de l'humain de contrôler sa propre nature. Mm-hmm. Est-ce que ça c'est pas vrai? Enfin, c'est pas moi, c'est une fausse question. Mm-hmm. C'est vrai pour une partie de l'hémisphère, de la planète, je veux dire. L'autre, elle pâtit de la première moitié. En tout cas, elle est une partie. Déjà. Mais l'empathie, mais à la fois, elle a pas envie de faire différemment. Quand on prend en Afrique, la majorité des gens ont un smartphone. Là, moi, j'ai ma belle-sœur qui est brésilienne. Et quand je lui demande, mais finalement, qu'est-ce qu'ils veulent par rapport à leur vie, leur histoire, etc. Et la chose qu'elle me répond, exactement la même chose que nous. Mais c'est-à-dire avoir 2 bagnoles, une grosse télé, oui. Et là, on peut pas leur dire, mais non, mais c'est pas ça la vie en fait. Oui, mais on va déjà y aller. Hein. Je veux déjà mettre 2 bagnoles et ma télé, puis après on pourra peut-être réfléchir et voir si c'est pour ce que je voulais. Mais voilà, donc c'est ça qui est un peu. Je pense qu'il y a 2 mondes parce qu'il y a aussi des communautés où les mecs ils ont pas spécialement envie de tout ça, ils ont pas spécialement envie de changer. Après il y a une nouvelle génération qui vont aller à l'encontre des plus vieilles générations qui vont dire nous on voudrait bien avoir ceci et avoir cela, mais parce qu'ils ont été sollicités là-dessus. Après tu peux pas si demain tu arrives tu dis nous on a inventé une nouvelle mouvance, voilà, c'est des hackerspace machin et tout, on est libre, vivez libre, machin et tout. Et en fait on t'apporte un nouveau besoin. C'est ce qui se passe maintenant en fait, c'est que quand on t'invite à vivre entreprise libérée, vivez libre, soyez libre, t'es entendu libre de partout. Oui, et au final tout le monde on est en train de partir sur l'idée que pour vivre libre faut voyager à travers le monde, pour vivre libre faut quitter son boulot, se lancer dans des aventures un petit peu farfelues et ainsi de suite. Et puis au final le truc c'est que oui, puis genre tu vas même être ringard si tu fais pas du libre. C'est un peu comme les babas cool. Si à un moment donné t'avais pas des couleurs et machin, t'étais un peu après à côté de ça, maintenant notre société, on va dire sur une partie de notre société, il y a énormément de gens qui disent mais moi je veux je sais pas faire pousser mon propre papier, m'habiller avec mes propres vêtements que je fabrique moi-même. On se réapproprie nos moyens de production, on a envie de faire des jardins partagés, on a envie de faire pousser des carottes sur sa terrasse, même élever nos poissons à l'intérieur d'une terrasse avec un bac je parle de l'aquaponie avec des salades qui poussent au-dessus, on a envie d'aller vers cette démarche parce qu'on a envie de se dire on a envie de se libérer de toutes ces contraintes qui étaient avant notre voiture quoi. On a maintenant le covoiturage, tout ceci, tout ça. Maintenant, tu as des populations qui sont dans des pays complètement lointains. T'arrives, tu vas leur poser la question, qu'est-ce que vous voudriez avoir comme nous, des voitures, machin et tout. Mais en fait, on les a déjà plus, quoi. On a donc ils s'en fichent, ils veulent. Voilà, c'est l'idée. En fait, c'est l'idée. Faire du covoiturage. Ouais, mais en même temps, c'est vrai, c'est une contrainte. Ouais, c'est une contrainte. À la base, c'est une contrainte financière. Oui, mais par exemple, mais en même temps, tu prends par exemple les démarches qui sont faites dans certains coins du monde
où avant il y avait des grandes multinationales qui se pointaient puis qui implantaient des monocultures à base de café. Et maintenant, oui, ça existe encore. Et maintenant, t'as des groupes qui s'organisent avec une philosophie de dire multiplier les cultures, faire un truc un petit peu plus partagé, des coopératives. Oui, mais le problème, c'est que les groupes arrivent. Enfin, est-ce qu'à un moment, bon, on va peut-être pas parler géopolitique, mais peut-être qu'à un moment, c'est la question de ces inégalités-là et ces différences, elles existent parce que il y a une influence globale du monde occidental sur, d'un certain mode de vie sur un autre mode de vie. Après de dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, ça, je sais pas si c'est à nous de juger ou pas, mais... Non, mais ce qui est intéressant, là, c'est que finalement, les propositions qu'on fait, c'est un peu d'allier les deux modes de vie. De dire, bah tiens, j'ai envie de manger bio, etc. Avant, ça se posait pas la question, parce que finalement, il n'y avait pas de tomates industrielles. Les tomates, ça venait forcément du jardin. Donc, quelque part, c'est réintroduire la vie d'avant, même le savoir-faire, des métiers à tisser, je ne sais quoi, et dans la vie moderne. Donc du coup, essayer de squeezer finalement toute la partie hyperproduction avec justement les déchets, les produits chimiques, etc. Enfin, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Oui, en fait, c'est de redevenir autonome. Le covoiturage, je veux dire, à l'époque où il y avait dans un village, il y avait qu'une seule bagnole, bah du covoit, il y en avait, quoi. Oui, mais ça part toujours d'une contrainte. Pour moi, avant, on cultivait ses tomates parce que c'était trop cher d'acheter des tomates ou parce que ça existait pas ou c'était trop loin ou j'en sais rien. Et aujourd'hui, on cultive ces tomates parce que de manger des tomates aux pesticides, c'est mauvais pour notre santé. Donc, on le fait aussi à un moment peut-être par contrainte. Et ces modes de vie-là, ils sont, pour moi, c'est des modes on s'autonomise par rapport à un système parce qu'on y est contraint. Et parce qu'on pense que c'est mieux d'être autonome. C'est une prise de conscience. Oui, c'est une prise de conscience, mais après, je sais pas à quel point on peut imposer cette prise par rapport à d'autres cultures, il y en a d'autres qui veulent pas faire la même chose. Faut pas qu'ils se sentent culpabilisés de pas le faire. Oui, c'est ça. C'est une prise de conscience qu'on a nous. Et après, c'est sur la démarche de dire, faut être écolo, faut respecter la planète, faut protéger la planète, faut sauver le monde. Il y a pas de il faut. C'est pas il faut. Chacun s'adapte à ses situations et à ses contraintes et répond à ses contraintes. Et sa démarche. Et puis son ouverture de... Quelle était la question initiale au final? Non, mais ça renvoie à une autre question. En fait, quelle est la part de pédagogie de votre projet? Parce que vous fonctionnez en communauté, vous travaillez ensemble, vous avez un vocabulaire aussi qui est assez propre à vos activités. Mais quelle est la part de pédagogie, de transmission de ce savoir? Est-ce que vous réalisez des ateliers ouverts à d'autres? Bien sûr. Alors, on essaie d'être le plus inclusif possible. Le but, quand même, à la base de la mine, et peut-être aussi des tiers-lieux, c'est d'abaisser les barrières à l'entrée de la recherche. Permettre à n'importe qui de faire des expérimentations. C'est-à-dire, hier, on avait Alexandre, il a 3 ans, et lui donner la possibilité de faire des expérimentations à son échelle, et ça va jusqu'à... l'idée, voilà, c'est de donner cette ouverture à n'importe qui. Après, oui, concrètement, il y a... Cette inclusion, elle nécessite plein de processus qu'on essaye de mener, mais qui sont pas évidents à mener. Donc évidemment, il y a des ateliers de transmission des compétences techniques, mais aussi de la façon dont fonctionne le lieu. Là encore, en ce moment, toutes les semaines, on fait des sessions de transmission pour comprendre ne serait-ce que le projet. Parler du projet, de son histoire, parler des gens qui font le projet, des valeurs du projet. Rien que ça, en fait, c'est déjà des choses à transmettre. Quand on parle d'outils numériques, quand on parle de documentation, toutes ces pratiques-là, ça c'est des choses aussi qu'on essaye de transmettre. Alors les formats, c'est quoi? En effet, c'est des ateliers, c'est des sessions d'échange. À bâton rompu aussi, c'est parfois des présentations, des masterclass, des conférences, ça prend plusieurs noms. Mais c'est aussi du pair à pair et des choses qui se passent au jour le jour. Par exemple, il y a un truc assez concret. Donc notre lieu est autogéré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de salarié qui va venir ouvrir tous les matins qui va faire le ménage, etc. C'est un lieu pour la communauté, toute la communauté doit s'en emparer et les personnes qui viennent doivent faire en sorte que le lieu soit propre et soit accueillant. Et donc on a des concierges qui viennent s'occuper du lieu, qui sont bénévoles, voilà. Et
Et en fait, le rôle du concierge, il est très important. Et pour transmettre le rôle du concierge, on fait des co-conciergeries. Donc, la transmission, c'est par le faire ensemble. On va d'abord, pendant une demi-journée, une journée, être ensemble, faire la conciergerie ensemble, accueillir les gens ensemble. Et en fait, c'est cet acte-là en commun, qui fait qu'on apprend aussi des nouvelles choses. Apprentissage de pair à pair. Ouais, aussi. Voilà, c'est beaucoup de pair à pair. Et parfois, c'est aussi juste bilatéral. Là, David, tu nous proposais la dernière fois de nous apprendre à dessiner. Enfin, peut-être d'aller plus loin d'ailleurs. À vous lâcher, ouais. Mais de pratiquer le dessin ensemble déjà. Et en fait, c'est ça aussi qui redonne confiance, c'est des nouvelles formes d'apprentissage en commun, où il y a plus cette notion de la transmission par la descendante, mais vraiment aussi chacun s'apporte des choses. Oui, parce qu'en plus c'est assez drôle parce que c'est né d'un désir. Finalement, moi c'était même pas une proposition, c'est né d'un désir. Bah tiens, on dessinait tous un petit peu au PA, on gribouillait tout ça, et puis d'un coup c'est bah tiens, ça serait bien qu'on fasse une petite session machin. Bah ouais, ça serait bien qu'on bricole ensemble et c'est né. En fait, c'est né comme ça. Du coup, c'est pas, c'est assez informel, c'est pas organisé et du coup c'est chouette. C'est pas comme dans le contexte artistique, on veut pas, il y a des ateliers de telle heure à telle heure, etc. On vient pour apprendre. Là, c'est vraiment quelque chose qui se fait très naturellement. La dernière fois, j'ai fait une formation Excel de 2 heures à une membre de la mine. Et voilà, c'est des trucs, normalement, on fait c'est pas du tout l'objet du projet de la mine. Et en fait, c'est une fille qui avait besoin de ça dans sa vie perso. Et je me suis dit, allez, viens, on fait, en plus, on a fait ça complètement en dehors du lieu. Et voilà, c'est aussi des formes après d'apprentissage et de montée en compétences qui sont simples et qui sont basiques en fait. Au final. Et là, finalement, il n'y a pas de coût en plus. Là, c'est plutôt justement on rentre dans un contrat de réciprocité entre guillemets. Ouais. En fait, en vrai, il y a une valeur, ouais. Mais il n'y a pas de coût monétaire. Voilà, j'ai pas demandé à Chloé de me payer $1 l'heure. Mais par contre, je lui ai demandé, je lui ai proposé qu'elle fasse de la conciergerie pour la mine, par exemple. Ou qu'elle organise un atelier sur elle, ce qu'elle savait faire. Un atelier pour fabriquer des bijoux, concrètement, voilà, c'est ça l'idée. Oui, très intéressant hein, comme exploration. En quoi, par exemple, vous vous différenciez, par exemple, des échanges de savoir, par exemple? En rien. On est un système d'échange libre, clairement. À la différence que le système d'échange libre, souvent, ça dépend des formes, mais se base sur une clé d'échange qui peut être, souvent c'est à l'heure, ou ça peut être une nouvelle forme de monnaie, je sais pas, le trèfle, voilà. Et en fait, nous, on a choisi pour le moment d'expérimenter des formes d'échange sans clé de valeur, parce qu'on se dit que 1 heure de temps d'échange sur du dessin n'a pas forcément la même valeur pour David qu'1 heure qu'il va passer à j'en sais rien, nous transmettre l'histoire de l'art, voilà, par exemple. Pour lui, ça va être 2 choses complètement différentes, parce qu'il y en a, il va mettre peut-être plus de passion, ou j'en sais rien, ou ça va être plus coûteux pour lui de faire une chose plutôt qu'une autre. Et du coup, on considère que, on met pas de clé de valeur. Par contre, on se met d'accord sur les contributions qui sont apportées. Donc on essaye de décrire en fait des choses et on dit voilà, moi pour le mois qui vient, j'aurai besoin d'un accès au lieu pendant 3 jours, j'aurai besoin de quelqu'un qui m'aide sur une compétence en biologie, j'aurai besoin de tel contact dans tel centre de recherche parce que c'est ça dont j'ai besoin, et j'ai besoin voilà, principalement et j'ai besoin d'une imprimante 3D pour prototyper mon projet. Ok, on met ça sur le papier et on dit mais toi, qu'est-ce que tu es capable d'apporter en échange? Et la personne va dire moi je suis capable d'apporter une conférence sur le design d'1 heure, j'ai envie d'apporter 3 jours de conciergerie, 3 jours d'accueil dans le lieu, j'ai plein de contacts dans les écoles de design et dans les centres d'art, voilà. Et donc on va se mettre d'accord en fait, mais sans clé de valeur. Donc ça c'est la différence. Par contre, dans les valeurs de l'échange, c'est la même chose, tout est interdisciplinaire, on peut mettre à disposition n'importe quelle compétence, n'importe quelle aide, quelle discipline.
Et alors, au-delà de l'échange, c'est aussi on va faire ensemble des projets parfois où il y a juste pas de, on va pas chercher à échanger 1 heure de contribution de projet contre 1 heure de. Oui, non. Enfin, ça va au-delà de l'échange peut-être. C'est vraiment. Après, il y a l'engagement aussi. Il y a l'engagement, le fait d'avoir envie. Voilà. Après, si on a envie, il y a plus de notion de temps, de machin. On a envie, donc on est là et puis voilà, chacun participe. Ouais, et puis le lieu catalyse un certain nombre de choses. Peut-être tous les systèmes d'échange libre n'ont pas de lieu. Peut-être, je sais pas. Peut-être. Non, c'est mise en pratique en fait. C'est pas. Enfin, c'est quand même relativement la même chose, mais on a. Il y a plusieurs sujets qui sont combinés sur un même lieu. C'est pas que de l'échange aussi de bons procédés. Ça va être aussi trouver une structure ou des mutualisations qui sont pas les mêmes. Là, par exemple, on expérimente aussi un format de portage salarial. Donc, on est en train de co-construire. Pas tous avec le même investissement dans le truc. Mais En fait, on crée une coopérative d'activités et d'emploi pour porter les activités de la mine. Par exemple, je sais pas si on est sollicité par la ville de Lyon pour faire une conférence sur l'économie collaborative, ce qui peut arriver. Enfin, voilà. On va mobiliser des gens parce qu'il y a beaucoup d'expertise en fait aussi dans les tiers-lieux. Et on a une base d'experts que la mine peut mobiliser. Et donc du coup, l'idée, c'est de pouvoir faire intervenir ces gens-là dans le cadre, par exemple, de cette conférence et de porter, parce que c'est des gens qui parfois sont étudiants, n'ont pas forcément de statut juridique pour se faire payer ce type de conférence. Et par rapport aussi par rapport au milieu associatif. Donc il y a des choses dans des associations où ça dépend de la fonction qu'on a, mais du coup on peut pas se rémunérer sur des choses. Donc voilà. Puis il y a aussi des formats du style envisager par exemple un CDD, mais sur une même fonction, mais avec 3 personnes par exemple. C'est des formats aussi à ce niveau-là qui sont assez intéressants, qui peuvent après peut-être servir. Donc les 2 lieux précédents, si j'ai bien compris, sociologiquement, c'est la maison et le travail. Et est-ce que donc le tiers-lieu, est-ce qu'il peut construire des connectiques avec la banlieue, parce que c'est un lieu qui a été mis au banc. Oui. Et mais il y a même quelqu'un qui expérimente ça avec la médiation numérique dans les quartiers, qui s'appelle Yazid Karfi, et qui a justement son camping-car qu'il a aménagé, et justement qui va faire de la prévention, de la médiation dans les quartiers, ainsi de suite. Nous, on a une équipe là qui est partie de Saint-Étienne là il y a pas longtemps, qui fait à peu près la même chose, mais sur la thématique autour des sciences, de l'écologie, de la sensibilisation, qui s'appelle Mobilab Songo, donc qui est partie là à travers le Rhône-Alpes. Ça peut aller se faire n'importe où en fait. Là, on a réfléchi aussi sur la thématique d'éventuellement des conteneurs. Oui. Un projet là-dessus. Ou un labo biomobile, par exemple. Ouais. Mais moi, je pense pas que, le tiers-lieu, c'est pas le lieu qui est à part, en fait. Dans le sens, la banlieue, c'est souvent considéré comme ça. Et pour moi, le tiers-lieu dans la banlieue, ce serait cet espace mobile qui vient faire de la rencontre. Mais pour connecter. Dans la banlieue, il y a de l'habitat, il y a du travail. Et du coup, pour moi, le tiers-lieu, c'est vraiment cet espace de rencontre. Et c'est pas le lieu... alors, il y a aussi la question du tiers paysage, par exemple, qui a été abordée. Je crois que c'est Gilles Clément qui a défini ce terme-là. Et c'est pas l'espace à part pour moi. C'est au contraire l'espace... c'est l'espace en dehors du microcosme de la maison et du travail. C'est plus mais oui, mais bien sûr, au niveau des banlieues, il y a quand même la notion justement de on travaille pas forcément à côté, mais toute la vie de quartier en fait c'est un peu aussi la vie de la maison quoi. Enfin, mais la MJC, le centre social, ce sont des tiers-lieux. Ouais. J'ai oublié de les citer. Et après il y a aussi un truc malgré tout, c'est que le fait qu'il y ait énormément d'activités, en tout cas c'est un petit parti pris qui a été fait à la mine, même si il y a des choses à l'extérieur où on est invité à réagir, etc. Mais on va pas chercher les gens finalement.
c'est pas le principe. Il y a pas de médiation. Allez, là on va par exemple à la banlieue, on va aller chercher des. Non, c'est pas notre rôle en fait. C'est plutôt vous avez entendu parler d'eux, vous êtes curieux d'eux, eh ben venez. Mais on va pas tout mettre en place pour. Voilà, il faut quand même qu'il y ait une intention, une envie d'y aller quoi. Donc faut qu'il y ait ce truc là, parce que après c'est un autre travail en fait. C'est un travail qui est du coup plus social, plus machin, mais c'est pas. Enfin moi j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Peut-être qu'on peut citer l'exemple. En ce moment on mène un projet avec le centre culturel CCO et le centre social des Buères. Donc sur un quartier prioritaire, donc qui est un peu considéré comme banlieue, je sais pas si c'est le mot si c'est ça dont on parle exactement, mais voilà, c'est des publics qui sont pas forcément, qui sont un petit peu défavorisés, considérés comme défavorisés, et donc on mène un projet qui s'appelle la Fabrique d'initiative citoyenne, qui est un projet labellisé par l'État, qui à la base vise à lutter contre la radicalisation. Nous, on utilise ce prétexte-là de la Fabrique d'initiative citoyenne pour justement favoriser et porter des projets, des envies de citoyens sur le quartier, quel qu'il soit. Et en fait, donc le lieu, que ce soit le centre culturel, le centre social ou la mine, sont des catalyseurs, des espaces d'ancrage pour monter ces projets-là ou pour accompagner ces projets-là. Et du coup, c'est pas alors c'est peut-être un public complexe, du coup peut-être un peu plus complexe, mais pas forcément plus. Par contre, alors du coup les lieux restent ouverts, mais c'est vrai qu'à un moment faut peut-être aussi un peu aller les chercher. Que ce soit le citoyen, que ce soit des gens des banlieues ou pas, ou des gens d'un quartier prioritaire ou pas, il faudrait surtout communiquer et montrer à tous les gens qu'en fait ça existe et que les gens peuvent faire la démarche. Moi je viens de Givors, le mec qui habite en banlieue à Lyon qui me dit ah là là c'est trop compliqué d'aller à la mine, je lui dis ça existe, et puis il y en a d'autres quoi. Il y a d'autres espaces qui sont sur les mêmes thématiques. Après moi par exemple sur le projet de Lyon que je menais, c'était de dire dans le 7e on pourrait essaimer, recréer un nouveau lieu, et puis dire tous ceux qui sont dans le sud de Lyon ont peut-être pas le temps. Bon, mais après ça reste une démarche. Et après on peut aller faire de la médiation, aller porter dans des centres sociaux par des activités, des trucs de découverte et ainsi de suite. Mais la démarche au niveau des banlieues, faut que les gens aussi aient cette démarche, que de sortir de leur zone de confort aussi, de dire que ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais ils le font. Hein. Alan récemment, on a fait Alan qui habite au Buères, qui a 16 ans, il débarque un dimanche après-midi à la mine et avec son pote, je crois Farid, quelque chose comme ça. Et il fait moi j'ai commandé du matos pour fabriquer mon ordinateur, je suis pas trop sûre d'avoir commandé le bon matériel, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider et tout. Et voilà, il y a plein de surprises comme ça qui sont hyper intéressantes. Et voilà, Alan, il y a des gens il y a un groupe qui l'a accompagné à monter son ordinateur. Et alors j'ai pas de nouvelles, faudrait que je prenne un peu de nouvelles, mais et c'est qu'un exemple parmi d'autres. Après c'est vrai que c'est peut-être plus compliqué. Il y a des publics qui sont compliqués. Je pense aussi aux personnes actives, tout simplement, qui ont pas le temps en fait. Alors on a quelques retraités, ça c'est super intéressant. Donc notre plus jeune adhérent, il a 3 ans maintenant, c'est Alexandre, et notre plus âgé, il a 76 ans, Jean-Pierre, il est ancien chercheur au CNRS. C'est lui qui nous a formés sur la spiruline, qui est une petite algue qui est super bonne pour la santé. Et en termes donc de discipline, on touche toutes les disciplines, que ça, du coup, de l'art, on a art, dev, biologie, sociologie, management, ça touche vraiment toutes les disciplines. Après, je pense qu'en termes de catégorie sociale, c'est peut-être aujourd'hui et catégorie culturelle, c'est peut-être l'effort d'inclusion qu'on aurait à faire, qu'on travaille, mais qui est peut-être complexe à aborder parce que ça nécessite aussi des méthodes peut-être différentes, je sais pas, ou des langages, mais c'est difficile, c'est difficile de créer de l'inclusion. C'est pour ça que c'est bien justement quand ça naît d'un désir, en fait, d'une curiosité, d'un désir. Parce que là, déjà, il y a au moins 50% du boulot qui est fait. Si la personne se déplace avec un truc, quel que soit son profil,
elle sera forcément, les choses sont beaucoup plus simples. Alors que s'il faut aller le chercher, lui expliquer en quoi ça pourrait être bon pour lui, et puis c'est surtout qu'on n'a pas, en fait, ce serait très bien, mais en fait, on n'a pas la ressource de temps, parce qu'à chaque fois, on a toujours plein d'idées, mais après, on se dit toujours, bon, ok, super idée, bah alors qui? Et qui est comment? Et puis là, on se rend vite compte que, non, qui commence, ça, pas possible, ça, pas possible, ça, pas possible, ça, pas possible. Donc, on est assez pratico-pratique, hein, finalement. Donc, il y a ça aussi. Et puis, ça prendra du temps. Je veux dire, je pense qu'il y a allez, je vais prendre le micro. Audible. Il y a peut-être un parallèle à faire, je fais beaucoup de parallèles. Il y a peut-être un parallèle à faire avec l'alimentation bio, c'est-à-dire qu'il faut quand même être dans un certain confort économique pour avoir besoin même de prendre soin de soi et puis avoir ce type de besoin comme un tiers-lieu d'aller vers la mine. Je pense qu'il faut déjà, enfin il faut pas être dans un quotidien une certaine inertie voilà. attentiste, je ne sais pas. Moi je compare mais ça après dans les banlieues, il y a des initiatives justement pour aller faire de la distribution bio avec les AMAP et ainsi de suite. C'est des démarches en fait qui naissent déjà des gens sur place. Et qui vont aller justement à commander des produits bio. Là, moi je travaille avec la sauce voilà. Vrac, qu'on peut citer. Qui fait qui vers un réseau de distribution en commun, qui distribue des denrées alimentaires qui met en place un système de commande de produits bio et qui va les livrer directement dans un quartier. Donc il y a un temps fort de prise de commande, un temps fort de distribution, et en fait c'est les gens du quartier, donc c'est des personnes âgées ou des personnes qui sont sans emploi ou qu'importe, qui viennent dans le centre social. Elles vont organiser la mise en place de la prise de commande et la distribution. Donc il y a vraiment une action en fait du citoyen là par exemple sur dire on crée un tiers-lieu, on prend la mine, on l'emmène dans un quartier en banlieue par exemple. C'est possible, mais comme disait David, ça prend du temps. Par contre, si c'est les citoyens qui disent ah ouais mais eux ils font, je sais pas, de la spiruline, un jardin partagé, et ainsi de suite, qui viennent solliciter, qui viennent reprendre et essayer de monter dans leur côté de l'action, pourquoi pas. Et après, à partir de ce moment-là où c'est monté, ça peut être des connexions qui se font et un travail en commun. Et justement, sur le travail en commun, de connecter en fait des lieux à travers le territoire. Là, on a été bosser sur Saint-Étienne, on travaille avec des gens de Rennes. Moi, je travaille avec des gens de Besançon. Pas trop, mais un peu. C'est aller aussi d'une démarche perso de venir se connecter à un endroit et puis de le reporter après. Voilà. Là, sur Givors, ça commence à naître. Moi, je suis venu à la mine il y a 1 an. Maintenant, on commence à parler de Fab Lab, de tiers-lieu à Givors. Voilà, moi, quand j'y suis, comment j'y participe, comment j'y prends part. Mais toujours, c'est une démarche d'une personne. Ouais, puis ça naît d'un désir. C'est ça qui est intéressant, c'est que souvent on fait des propositions en fait où il n'y a pas de besoin. Donc tiens, on va essayer ça, parce que là il y a eu finalement avec les Fab Labs c'est une grosse mode. Il y a eu des Fab Labs qui se sont montés à grand renfort de financement. Mais en fait, ça tourne pas dedans. Il y a personne parce que il y avait pas de besoin finalement. Alors c'était une mode, c'est super, on a acheté un machin, un bidule, mais la population, elle en a globalement rien à cirer. Donc c'est un peu dommage. Alors que là, que la mine, où c'est un tiers-lieu, tout ça, c'est à la base un besoin et un désir. Donc ça fonctionne. Si tu veux monter des Fab Labs partout, maintenant tu vends des hand spinners, tu modélises des hand spinners, tu vas avoir du monde machin, ça va durer 3 mois. Et c'est ça le problème en fait, c'est l'effet de mode en fait, c'est que là ça intéresse tout le monde. Sur le mouvement tiers-lieu, on a aussi cette on a flexibilité, mais un regard en essayant de rester bienveillant. C'est aussi toute personne en fait qui peut venir sur un lieu, s'improviser. Ah oui, alors ça c'est une bonne idée. Ça, je prends des notes, et puis après qui repart à un autre endroit et puis qui va vendre à un grand groupe du service en disant je vais vous apprendre ce que c'est qu'un tiers-lieu, quoi. Ça existe. Ça existe. Oui, parce que c'est vrai que le tiers-lieu, il y a des grosses boîtes comme Siemens, qui sont en train effectivement de mettre des open, des open ateliers, des choses comme ça pour des coworking et des espèces de tiers-lieux
dans leur boîte pour pouvoir justement que chacun puisse participer à l'entreprise, quoi. Donc mais comme les idées sont valorisées. Comme ils mettent ça en place pour être productif et que le tiers-lieu est improductif, ouais. Je pense qu'ils se trompent. Juste pour moi je pense pas qu'on puisse faire, enfin l'alimentation bio, c'était, en plus parce que je pense que c'est en train de changer, c'était inaccessible financièrement. Là, je pense que l'objectif d'un certain nombre de tiers-lieux, c'est de rendre accessible financièrement les lieux. Après, il y a peut-être d'autres difficultés d'accès qui sont le langage ou le temps, ou voilà, des choses comme ça. Mais en tout cas, il y a quand même cette envie de rendre accessible financièrement l'espace. Par contre, il y a aussi une vraie représentation du tiers-lieu comme un espace inaccessible. Mais tout comme, j'en sais rien, il y a plein de jeunes des quartiers qui pensent qu'une grosse boîte est inaccessible pour eux. Enfin voilà, il y a plein de représentations qui créent des, un peu précis, des barrières. Voilà. Après, c'est ça qu'il faut casser peut-être. Et comme le bio, il y a plein de bio qui est complètement accessible. Quand on fait pousser des tomates sur sa terrasse, c'est tout à fait bio et c'est tout à fait accessible et c'est beaucoup moins cher. Après, ça demande un certain nombre de temps. Oui. Bon, t'as un petit. Il y a aussi les jardins ouvriers. Ouais, c'est ça. Il y a des par contre, cette capacité à prendre la capacité et à se dire c'est possible. C'est peut-être ça qui est difficile. Mais les tiers-lieux sont aussi là. Les MJC, les tiers-lieux, tous ces espaces sont aussi là pour nous redonner confiance et du coup à nous donner les capacités à. Bah ça, c'est les valeurs on a commencé par ça finalement. C'est ça, valoriser la personne. Qu'elle puisse monter déjà qu'elle sente qu'elle est compétente, quel que soit son niveau, qu'elle a des choses à apporter aux gens, qu'elle peut apprendre et s'éduquer à la fois, enfin pair à pair, enfin voilà, c'est vraiment des choses. Et puis le do it yourself, fais-le toi-même, quoi. On t'apprend, on te fait voir, on le fait avec toi, et puis ensuite tu pourras le faire avec d'autres. Quoi? C'est de l'éducation populaire? Oh là là. Voilà. Et du coup, je rebondis sur l'éducation populaire. Et pour conclure, quel avenir, quelle vision d'une certaine justice sociale profile la mine? Enfin, comment vous le voyez dans le futur et qu'est-ce que c'est grandiose, hein? On va prendre un stagiaire pour faire calculer l'impact social. Allez, on verra après. Juste pour répondre à la dernière question. L'avenir, on le construit, hein, c'est un projet expérimental hein, dans toutes ses formes, que ce soit dans la structure, la gouvernance, le modèle économique et les projets, l'accompagnement des projets. En fait, on arrive à peu près à voir un avenir proche. Rien que là, normalement notre bail s'arrêtait à la fin de l'année 2017. On vient de savoir qu'on allait pouvoir prolonger sur 1 an encore. Donc on est aussi dans des démarches un peu temporaires et expérimentales, donc c'est très difficile d'avoir une vision sur l'avenir. La vision, c'est ce qu'on a mis dans le bilan, hein, c'est de continuer. Un peu la décroissance, un peu tout ça, quoi. C'est de consommer un peu moins, produire un peu moins, produire mieux, que les gens soient, voilà, c'est l'objectif idéal. Oui, d'être autonome, d'être tous en capacité d'agir sur son propre environnement. Ouais, c'est l'utopie concrète qu'on essaie de mettre en place. Après, concrètement, les perspectives à long terme, on les connaît pas. Il y a même encore quelques semaines, on se disait, mais peut-être la mine, dans 1 an, c'est plein de gens qui sont partout, et voilà, et qui vont faire tiers-lieu ailleurs, dans un autre lieu que le 1 rue du Buiset à Villeurbanne. Ici, ça serait bien. Une mythose. Est-ce que vous avez des questions? Des questions? Jean-Marie, Charlotte, David, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, merci à toi. Merci pour l'accueil.